Excusez-moi, je prépare mon café comme tout bon prof et j'ai pris des notes, donc je vous fais l'intro juste après, ok? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo, qui est une vidéo dans laquelle nous allons parler des conseils qu'on aurait aimé recevoir quand on était au début, jeune enseignant, avant même de devenir enseignant, donc peut-être avant même de passer le concours, ou au moment où on était en train de le passer, ou au moment où on l'a eu et où on s'est dit mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'est passé par la tête en fait? Voilà. Ces moments en fait vraiment du prof débutant, alors du jeune prof débutant, évidemment le jeune étant à considérer ici comme jeune, c'est-à-dire en début de carrière, vous avez le droit d'être âgé et de débuter une carrière d'enseignant, comme d'être très très jeune et de débuter une carrière d'enseignant. Donc j'ai demandé sur mon compte Instagram, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est le compte Instagram lié à cette chaîne, donc Madame PFR prof, sur ce compte, donc du coup j'ai posé la question de savoir qu'est-ce qui vous inquiétait quand vous avez débuté votre carrière, ou quand vous allez la débuter, ou quelles sont vos inquiétudes, voilà, vis-à-vis du fait que quand on débute le métier d'enseignant, quand on fait la formation d'enseignant, si on a la chance d'avoir suivi la formation, eh bien, disons qu'il y a certaines choses dont on n'est pas complètement sûr d'avoir eu toutes les clés pour pouvoir le faire. Il faut savoir quand même que la majeure partie de la formation, là je parle notamment de la prépa concours, de ce qui se passe dans les INSPE, est axée sur le pédagogique ou sur le didactique, donc principalement sur comment on conçoit un cours, ou en tout cas sur le contenu disciplinaire. On va être plutôt sur le savoir, comment on transmet le savoir. Le problème, c'est que quand on est jeune enseignant, ce qui nous intéresse, au-delà de comment je transmets mon savoir et mes connaissances, c'est comment je fais pour le transmettre à ces petits êtres-là, qui n'ont pas l'air d'être totalement réceptifs. Voilà, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus on se rend compte qu'effectivement, nous sommes face à un public qui n'a pas forcément choisi d'être dans notre salle de cours, qui n'a pas forcément envie d'être en face de nous non plus, et surtout, suivant l'endroit où vous allez tomber, vous allez être muté, et bien il y a des endroits où effectivement peut-être les élèves vous écouteront toutes et tous bêtement, mais on va dire que dans la majorité des cas, ce ne sera pas le cas, en tout cas pas pour tous, pas pour tous, mais certains quand même. Ne soyons pas pessimistes. Faut savoir que la majorité des messages que j'ai reçus des personnes concernaient la gestion de classe. Donc déjà première chose, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait récemment qui parle justement de comment on essaye de gérer une classe, comment on essaye de gérer un groupe. Alors c'est pas une vidéo magique, il n'y a pas de formule magique où vous allez apprendre exactement comment vous allez faire le jour où vous allez rentrer dans votre salle de cours et pouf, si vous allez avoir de l'autorité et réussir à vous imposer. Non, c'est pas une formule magique, par contre c'est plus un retour d'expérience. Donc n'hésitez pas à la regarder, n'hésitez pas à y puiser des informations, bien que je persiste à dire que la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir vos collègues de travail, de discuter avec vos collègues de travail, et surtout de tester des choses, et surtout de tester la méthode qui vous convient à vous. Voilà, il n'y a pas de méthode magique. Donc du coup, je vais prendre ma petite liste avec les principales inquiétudes que j'ai relevées, et puis on va essayer ensemble de les dédramatiser. Voilà, dédramatisons le début de notre carrière, pour essayer justement d'y aller avec moins de stress. Bon à savoir, hein, c'était pas dans les inquiétudes, mais si vous aimez pas le café, vous avez le droit de pas en boire. Personne vous séquestrera en salle des profs. Non. Non, par contre, si la machine à café tombe en panne, là vous allez voir, les gens sont prêts à beaucoup de choses. Donc, je disais, la première chose qui est ressortie, c'est la gestion de classe et la posture d'autorité. Alors, je pense que vous m'avez déjà entendu le dire à plusieurs reprises, pour moi, il y a autorité et autoritaire, enfin, autorité et autoritarisme, c'est-à-dire que vous devez avoir de l'autorité, bien sûr, c'est important, c'est votre classe, c'est votre salle de cours, c'est à vous de vous imposer, c'est pas les élèves qui sont censés prendre le contrôle de la classe, pour autant, vous n'êtes pas là pour faire le dictateur. Je dis ça parce que si vous ne faites que le dictateur, les élèves, ils risquent de se braquer. Faut pas oublier une chose, si vous enseignez dans le secondaire, vous êtes face à des ados. Les ados ont une notion de la justice qui est assez forte, c'est-à-dire que le moindre commentaire que vous leur faites, c'est de l'injustice. Voilà, même s'il est en train de parler devant vous, il trouvera le moyen de vous dire « mais là je parlais pas, pourquoi vous en prenez à moi, personnellement ?» Voilà, donc c'est de l'injustice sans cesse, c'est... Voilà, donc bon, il y a aussi beaucoup de mauvaise foi, hein. Hier, notamment, je disais à un gamin, tu sais, au lieu de m'expliquer, en fait, 20 milliards de fois que c'était pas toi, machin, qu'en fait c'était lui à ce moment-là, que machin, c'est pas toi qui a lancé la gomme, tu dis oui, attends,
tu dis oui, on passe à autre chose, c'est bon, c'est bon. Mais c'est des ados, ils vont chercher à se dédouaner. Donc, votre posture à vous, c'est avant tout de rappeler aux élèves que vous êtes l'enseignant. Voilà. Alors vous allez me dire, ça paraît le b.a.-ba. Oui, mais si vous-même vous ne pensez pas que vous êtes l'enseignant et que vous êtes déstabilisé en vous disant ouais, ils vont me manger, ça va être complexe. Donc il faut vraiment vous souvenir, c'est vous le prof. Si vous avez eu le concours, c'est que vous avez les capacités. Alors si vous n'avez pas eu le concours, vous êtes contractuel, vous avez été recruté. Certes, c'est peut-être plus complexe pour vous parce que vous n'avez pas eu de préparation. Pour autant, dites-vous que le prof qui a eu le concours n'est pas forcément mieux préparé, en termes de gestion de classe, j'entends. Il y a des petites stratégies que vous pouvez mettre en place. Alors, moi, je sais que, peut-être que certains vont me crier dessus, si mon principal passe par là, c'est vraiment pas par méchanceté, je vous inquiétez pas. Je classe mes élèves par ordre alphabétique en début d'année. Voilà. Ça n'a rien à voir, enfin, c'est pas contre eux, ça a plusieurs utilités. Première utilité, je les retiens plus facilement, parce qu'ils sont classés. Et donc, du coup, comme j'ai une mémoire qui fonctionne un petit peu comme ça, par liste, c'est plus facile pour moi. Ensuite, je les bouge dans la classe, au fur et à mesure de l'année, en fonction de... s'ils me posent aucun problème et que d'être à côté de élèves qui s'entendent bien, qui vont pas discuter, qui vont bosser ensemble, ça me pose aucun souci. Si effectivement c'est pour être avec le copain, histoire de juste discuter, ça va me poser un souci. Donc le fait de les classer par ordre alphabétique me permet d'apprendre qui ils sont et me permet aussi de casser les dynamiques. Et puis dès le début de l'année, ils arrivent à peine, je leur dis c'est très simple, vous allez vous ranger par ordre alphabétique et hop. J'ai des camarades, j'ai des collègues qui testent différemment, c'est-à-dire qu'ils vont faire une semaine, 2 semaines où ils se mettent comme ils veulent, bien qu'ils restent à la même place à chaque fois. Enfin, moi je suis pas au lycée. Hein. Au lycée, ils changent assez facilement. Enfin, ça dépend après de chacun de ce que vous voulez faire. Vous pouvez continuer à faire pareil même au lycée. Qui en fait vont voir comment ça se passe pendant les premières semaines, puis après éventuellement vont proposer un plan de classe. Ce plan de classe par ordre alphabétique, il n'est pas ultra... Enfin, je veux dire, c'est pas le plan de classe des rêves, c'est pas le plan de classe le meilleur du monde. Ça me permet par contre d'instaurer une dynamique en rappelant aux élèves, c'est moi qui décide où tu vas. C'est chez moi, c'est ma salle de cours. Alors encore une fois, c'est mon principal passe par ici, il vous dira que c'est pas ma salle de cours, c'est celle de l'éducation nationale. Certes, mais c'est celle que j'occupe le plus de temps, donc je considère que c'est ma salle de cours. Voilà, j'ai affiché plein de trucs, c'est chez moi. Donc ça permet de rappeler aux élèves, c'est mon cadre, c'est là où moi j'exerce ma profession, donc merci de respecter les lieux. Ensuite, quand j'ai débuté, j'avais fait ce qu'on me l'avait recommandé à l'INSPE, un espèce de contrat de travail que les élèves devaient suivre et signer à la fin, disant qu'ils s'engageaient à respecter mes règles. Vous pouvez le faire, c'est une idée. Ils le collent, ils font signer, ils signent par leurs parents. Vous pouvez leur rappeler dans l'année, je te rappelle que tu as signé un contrat. Je le fais plus, parce que j'ai plus besoin, en fait, on va dire, de le faire, et parce que dans la réalité, ça ne m'a pas été d'une grande utilité. Ce qui, par contre, ça m'a rassurée. Voilà, faut savoir que ça m'a rassurée de le faire, ça m'a rassurée de le distribuer, ça m'a rassurée d'expliquer mes règles quand j'ai débuté. Maintenant, je le fais plus parce que maintenant, ça fait 6 ans que je suis dans le même établissement, les élèves me connaissent, et quand vous êtes dans le même établissement d'année en année, il y a une sorte de réputation qui s'inscrit, et les élèves savent comment vous réagissez, donc ils vont vous tester, mais ils vont vous tester beaucoup moins que quand vous êtes débutant, parce qu'ils savent pas qui vous êtes. Vous imaginez, mais c'est compliqué pour eux, parce qu'ils sont là, ils se disent, mais on connaît pas cette personne, c'est qui là? Oh, et si je fais ça, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, et si je fais ça, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Donc, vous braquez pas contre les enfants, c'est des enfants. Vraiment, gardez ça à l'esprit, ce sont des enfants. Alors oui, je sais, ça peut faire peur, un enfant. Moi-même, j'ai un traumatisme de la maternelle. Mais c'est vous l'adulte, c'est des enfants, voilà. Par contre, c'est un groupe. Et c'est là où il faut faire attention, c'est de casser les dynamiques de groupe si ce groupe-là prend le pas sur votre cours et vous empêche de travailler. Et là, ça peut passer par de la gestion de classe telle que les plans de classe, ça peut passer par rappeler les règles, vous rappeler, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je vous conseillerais de ne pas multiplier les règles, c'est-à-dire que vous en choisissez une ou deux auxquelles vous tenez véritablement. C'est ce que m'avait dit en tout cas à l'INSPE, j'avoue que c'était un beau conseil. Moi, je sais que la règle à laquelle je tiens, c'est si je parle, on m'écoute, s'ils parlent, je les écoute. Et on lève le doigt pour parler. Voilà. J'avoue que s'il y a du bruit, si machin... Bon, j'aime pas le bruit, mais je peux pas l'arrêter, donc je le laisse. Voilà, enfin, je laisse. Il y a bruit et bruit, hein. Il y a bruit assourdissant et petit bruit. Voilà, donc choisissez votre règle, exposez-les, explicitez vos règles et rappelez aux élèves que si vous mettez des règles,
c'est pas pour être méchant, c'est pas contre eux, c'est parce que dans une classe, il y a des règles, ne serait-ce que pour qu'on puisse s'écouter, se respecter. Et plus on explicite les choses, plus les élèves sont à même de comprendre votre manière de fonctionner, parce qu'il ne faut pas oublier que les élèves, ils sont vite perdus. Et en fait, s'ils ne comprennent pas où vous voulez aller, s'ils ont l'impression que vous êtes juste là pour leur donner des ordres, ça leur plaît pas. Donc ça, ce serait mon premier conseil. Ce n'est pas magique, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, j'ai des personnes qui sont venues me dire qu'une des choses qui leur fait très peur, c'est la mutation. Alors, là aussi, j'avais fait une vidéo sur la mutation, je vous invite à aller la regarder, si ça peut vous aider. Alors, je sais pas si ça dédramatisera, hein. Ça vous aidera au moins à comprendre comment ça marche. J'avais fait aussi un épisode de podcast sur ça, sur la mutation, et notamment sur comment moi je m'étais sentie vis-à-vis de la mutation, sachant que j'avais reçu des messages sur Instagram, pas sur le même compte, on s'y retrouve, de quelqu'un qui me disait que c'était vraiment sa hantise, et qui me disait du coup comment je peux faire pour échapper à la mutation. J'ai dit alors, je suis désolée par contre je suis désolée, excusez-moi pour ce que je m'apprête à vous dire, vous n'y échapperez pas. Si vous avez décidé de choisir le concours du public, tant que le système n'aura pas changé, vous n'y échapperez pas. Voilà. Suivant l'endroit où vous êtes, suivant votre situation familiale, suivant votre situation médicale aussi, vous avez plus ou moins de chances de rester dans votre région. Maintenant, je suis désolée, venir me voir en me demandant comment je peux vous garantir de rester chez vous, c'est très gratifiant de penser que je suis capable de résoudre ce problème, mais je ne peux pas. Voilà, donc écoutez, oui, il y a un risque, il faut le savoir, vous devenez fonctionnaire, vous passez un concours national, donc vous pouvez être muté au niveau national. Voilà. Il y aura une première phase, la phase inter, où il faudra être dans une académie. Une fois que vous êtes dans l'académie, phase intra, où là, ce sera au niveau des départements, des villes, des collèges, des lycées. Voilà. Et après, c'est un système de points. Vous irez voir ma vidéo où je vous en parle, parce que c'est compliqué. Voilà. Mais c'est sûr et certain que c'est un peu perturbant d'être muté très loin. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, qui me découvriraient avec cette vidéo, moi à la base, je viens de Toulon. Donc c'est sûr que la région parisienne, c'est pas du tout à côté de chez moi. Voilà. C'est sûr que ce fut un choc. J'étais aux terrasses des ports, terrasses des ports, je veux dire. Pardon les Marseillais, ne me tapez pas dessus. J'étais aux terrasses... aux terrasses du port, pardon, à Marseille, ma ville de naissance, si vous voulez tout savoir. Donc j'étais aux terrasses du port à Marseille, je ne sais même plus ce que je faisais là-bas, en fait j'ai reçu un message me disant « Vous êtes affecté dans l'académie de Versailles ». Je me suis assise, j'ai pleuré, je me suis dit « Tous les gens autour de moi n'ont aucune compassion, personne ne se rend compte du drame que je vis ». Ils continuent à vivre alors que moi c'est dramatique ce qui se passe. Ça a été plus dur à vivre qu'une fois que j'ai eu l'académie, que je m'y suis préparée psychologiquement, que j'ai fait des cartes partout pour essayer de planifier où je pourrais éventuellement aller. Quand j'ai eu la ville où je travaille actuellement, ça a été moins compliqué à vivre parce que je m'étais préparée. Après c'est sûr, c'est un changement énorme, il n'y a plus la mer, il n'y a plus le soleil, il n'y a plus rien qui va. Mais par contre on découvre autre chose, voilà. Moi j'ai rencontré des collègues de travail que j'adore, qui font partie des raisons pour lesquelles je pense que je reste ici, je veux plus partir. Désolée papa, maman, papi, mamie, je vous aime vraiment, mais j'adore mes collègues, j'adore mon travail, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait la proximité de Paris à côté. Voilà, je suis très bien ici en fait. Après j'ai des collègues qui ont passé le concours avec moi. Je crois que je suis la seule en fait, restée en région parisienne. Les autres, ils sont tous redescendus. Ils sont tous redescendus en 1 an ou 2. Voilà. 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils n'ont pas passé 10 ans. Après, ça dépend de votre discipline. Moi, je suis en histoire géo. Il y a plus de postes. Si vous êtes en art plastique, en musique, c'est sûr que c'est un peu différent. Voilà. Je reprends mes questions. Ensuite, on m'a dit, je suis un peu inquiet à l'idée de ne pas savoir répondre à une question d'un élève ou d'une élève. C'est marrant parce que vraiment c'est un truc, je crois que ça perturbe tout le monde en fait ça. Genre on sait pas ce qu'on s'imagine en fait au départ. Genre, moi aussi hein, je veux dire, je me suis posé la même question où je me disais oh mon dieu mais je vais passer tellement pour une incompétente si jamais je suis incapable en fait de répondre. Alors dans les faits sachez que les élèves adorent poser des questions hors sujet, mais pas parce qu'ils veulent la réponse, juste parce qu'ils veulent être hors sujet et parler d'autre chose que le cours. Ensuite, comme l'avait dit mon professeur à l'INSPE, vous êtes en fait... vous possédez beaucoup plus de connaissances que les élèves. Vous avez l'impression que vous savez rien, parce qu'en plus vous évoluez dans un milieu universitaire, de concours, ce genre de choses. En fait, quand vous arrivez, en réalité, vous connaissez beaucoup plus de choses qu'eux. Donc, c'est assez rare qu'on vous piège sur une question. Et si on vous piège sur une question, 2 solutions.
Soit vous changez de question, vous savez, vous faites un peu comme les politiciens, vous faites « Ah non, non, bah pouf !» vous passez à autre chose. Soit, donc trois options, remarque. Soit vous leur dites « C'est pas le moment là, tu vois, là je suis en train de parler d'autre chose. » Ou, ben, moi c'est la stratégie que j'emploie le plus souvent, je leur dis « Je sais pas. » Voilà. Je sais pas. Ah, faut pas que vous le fassiez à toutes les questions, hein. Genre sinon à un moment donné c'est sûr que vous perdez toute crédibilité. Mais moi dans ce cas-là je leur dis écoute, il y a marqué encyclopédie sur ma tête. Bah non, je suis pas une encyclopédie, je sais pas tout. Voilà, désolée. Alors dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est vous dites à l'élève, bah, tu sais ce que tu vas faire, pour demain tu iras me trouver la réponse. Comme ça je suis super contente, je vais apprendre des choses. Et comme en général l'élève il voulait juste vous poser la question pour vous poser la question, qu'il n'écoute pas votre réponse, bah en fait, en réalité, il est déjà passé à autre chose. Voilà, donc vous mettez pas Martel en tête, ce n'est pas grave. Ensuite, il y avait la question de savoir comment on fait quand on prépare un cours et qu'on se rend compte que en fait, le cours qu'on a préparé n'est pas assez long pour tenir sur une séance de cours. Alors c'est marrant comme question parce que le premier cours que j'ai donné, c'était un cours de 2 heures au lycée, en seconde. J'avais préparé un travail en groupe et après avec une mise en commun. Et en fait, sur les 2 heures, bah, ça a duré 1h20. Et j'ai été en panique totale, vraiment, je me suis dit, waouh, je suis foutue, vraiment, je suis foutue. Genre vraiment, en plus, pour le coup, c'était pendant le tutorat, donc si vous voulez, il y avait la tutrice qui me regardait, je me disais, je suis nulle, et il y avait les élèves qui me regardaient, je me suis dit, ils vont s'en rendre compte, bon, ils vont le voir. Je pense qu'ils l'ont vu, cela dit, c'est possible qu'ils l'aient vu. Dans les autres cas, dans le cas où c'est vous le prof et il n'y a pas de tuteur, c'est vous le prof et il n'y a pas de tuteur, je vous conseille de prévoir plus. Voilà, prévoyez toujours plus. Mieux vaut avoir trop que pas assez. Première chose. Ensuite, ça dépend combien de temps il vous reste à combler. C'est-à-dire que si vous reste à combler 5 minutes, moi ça m'arrive vraiment d'être entre 2 séquences par exemple et je finis à 25, ça sonne à 30, de leur dire bon écoutez 5 minutes, on dort, vous discutez pendant 5 minutes. Voilà, c'est sûr que si vous faites ça à chaque fois, c'est un problème. Une fois de temps en temps, c'est pas grave. Après, sinon, si vraiment on est, je sais pas, il reste 5, 10, 15 minutes, moi ça m'arrive souvent entre 2 séquences, je sais pas trop en quoi en faire en fait ces minutes-là. Donc soit je parle, de tout, de rien, je passe des photos, ça aussi, comme j'ai plein de docs en fait, je passe des documents, je les fais réfléchir, je leur passe une petite vidéo, quelque chose. Après, bon, je vous dis ça parce que moi maintenant j'ai énormément de données. Je veux dire, si vraiment en fait je finis un petit peu plus tôt, je sais que j'ai telle vidéo, que j'ai tel document sur lequel je peux m'appuyer. Au départ, c'est sûr que c'est stressant, donc prévoyez plus. Comme ça au moins, il n'y a pas de problème sur la gestion du temps. Sachant que les élèves sont lents, hein, d'accord. En fait, en réalité, souvent, on prévoit, on se dit ça va me durer 1 heure, et ça en dure 2. Voilà. Mais ça c'est avec l'expérience, vous allez vite vous en rendre compte, ils sont pas rapides. Après, ça dépend, parce que, excusez-moi, je m'étiste un peu. Moi, dans mon établissement, ils sont lents. L'établissement où je faisais mon stage, ils étaient pas lents. Donc, ça dépend vraiment du type d'établissement et du niveau aussi des élèves que vous avez en face de vous. Ah oui, celle-là, je l'ai bien aimée. C'était qu'est-ce qu'on fait quand un élève nous écoute pas? Ou quand les élèves ne nous écoutent pas, parce que la personne me disait que sa grande crainte, c'était que en fait, les élèves n'écoutent pas son cours. Donc là aussi, je suis désolée de vous le dire, mais en fait, il y a une grande partie des élèves qui écouteront pas votre cours. Voilà. Moi, des fois, c'est un grand désespoir. Je suis là, je me dis, oh, mais je parle dans le vide, en fait. Vraiment, genre, je parle dans le vide. Je sais pas à quoi je sers. Alors, des fois, ça me déprime. Des fois, je me dis qu'au fond, c'est des ados, ils ont pas du tout envie d'être là, voilà. Vous n'intéresserez pas tout le monde, vous en intéresserez certains. Dites-vous aussi qu'il y a certains élèves avec qui, vous avez l'impression qu'en fait, ils s'en fichent de ce que vous expliquez. Et en fait, c'est eux qui vous écoutent le plus. Ou à l'inverse, il y a des élèves, vous les pensez captivés, mais alors pas du tout. Ils aiment pas. Moi, j'en ai une comme ça, qui un jour m'avait dit, je déteste l'histoire géo. Bah bon, après, elle m'a gentiment nuancé en disant, mais vous, je vous aime bien. Merci, c'est gentil. Mais voilà, on a tous eu des disciplines qu'on n'aimait pas. Donc après, par contre, c'est à vous de rappeler que certes, tu n'aimes pas mon cours, certes, tu n'écoutes pas mon cours, pour autant, tu dois quand même prendre la trace écrite, tu dois quand même faire les exercices et tu ne dois pas déstabiliser le cours. Voilà, le b.a.-ba, à un moment. Après, voilà, dites-vous que non, tout le monde vous écoutera pas béatement, on n'est plus dans les années 50, voilà, on n'est plus dans les années 50, le rapport à l'enseignant a changé, le rapport à l'enseignement a changé. Faut faire le deuil, voilà, faut faire le deuil. Mais c'est pas grave, il y en aura quand même qui vous écouteront, je vous rassure. Ensuite, il y a celle-ci qui m'a aussi beaucoup fait rigoler. Alors, elle m'a fait rigoler parce que j'y avais pensé aussi, mais je me souvenais plus que j'y avais pensé. Cette phrase est
un peu bizarre. En fait, quelqu'un m'a écrit que elle ou il, je sais plus, avait peur que les élèves ne la ou le suivent pas dans la cour quand ils vont, enfin quand on va les chercher. Alors moi, ça me stresse plus. Enfin, je suis pas sûre que ça m'ait déjà stressé. Enfin, si, la première année, oui. Mais en fait, moi, dans mon établissement, les élèves montent. Ils venaient, enfin, on allait les chercher dans la cour quand je suis arrivée dans l'établissement, mais avec le Covid, on a changé de système. Et en fait, depuis, on est resté comme ça. On trouvait que c'était mieux. Ça faisait moins de bordel dans les couloirs. Enfin, ça fait toujours du bordel dans les couloirs, mais moins dans les escaliers, on va dire. Et en plus, faut savoir... Alors, j'ai une collègue de travail, je suis admirative. Genre, elle arrive à les ranger, deux par deux, et ils montent en suivant, rangés. Bah, c'est pas mon cas. Hein. Moi, quand j'avais des élèves qui me suivaient, justement, vous vous demandez comment faire pour ne pas en perdre. Bah, je pense que j'en perdais la moitié. Je pense que j'en perdais la moitié, pourquoi? Déjà parce que c'était plus un... C'était pas un rang, vous voyez, que j'avais. Moi, c'était un groupe de canards. Mais c'est mignon, hein, des petits canards. Attention, je dis pas ça de manière négative. Un groupe de petits canetons, genre, qui me suivaient. Sauf que vous savez, les canetons, à un moment donné, ils se perdent, certains. Genre, par exemple, au lieu de monter par l'escalier le plus proche de la salle, il y en a des petits canetons. On sait pas pourquoi. Mais en fait, ils se disent... Ce serait tellement plus amusant de passer par l'autre escalier. Genre comme ça, je perdrais 5 minutes à faire le tour de la mare avant de réussir à revenir à la mare. Donc voilà, moi, je perdais régulièrement des canetons. Alors, ils retrouvaient toujours la mare au canard, rassurez-vous. Donc voilà, donc dans les faits, c'est possible que vous perdiez quelques élèves. En fait, c'est pas vous qui allez perdre des élèves, sachez-le. Alors, ça peut arriver que vous perdiez des élèves parce qu'il y a tellement de rangs au milieu que du coup, bah, ça se couple et en fait, il y en a certains, ils vous voient plus, mais les élèves, ils sont pas bêtes, hein, ils savent où ils vont. Donc à un moment donné... Peut-être les sixièmes, ils sont un peu perturbés au départ. Non, après, sinon, vous inquiétez pas, ils connaissent très bien leur établissement. Et souvent, sachez que les élèves sont très heureux de se perdre. Et dans le pire des cas, ils se perdront, ils iront voir le CPE, et puis le CPE ou un surveillant les ramènera. Voilà. Je vous ai dit, c'est des petits canetons. Sauf que les petits canetons, ils ont pas de CPE. Hein. Les vrais petits canetons, hein, je parle, hein, pas mes élèves. C'est bon, ça ira. Ne vous inquiétez pas, c'est un collège, hein, a priori ils vont pas s'échapper. Ensuite, il y avait une question sur la charge de travail préparatoire avant de faire un cours. Je vais pas vous cacher que les premières années, c'est beaucoup de travail. Voilà. J'ai vraiment les cheveux n'importe comment aujourd'hui, hein, désolée. Ouh, je fais aucun effort. Les premières années, c'est beaucoup de travail parce que vous n'avez rien en fait. Enfin, vous n'avez rien. Rien. Si, vous avez des bases peut-être un petit peu, mais dans les faits, il n'y a pas de... Enfin, vous avez rien qui est conçu en amont. Donc il faut que vous conceviez vos séquences, il faut que vous conceviez vos séances, il faut que vous prépariez vos activités, trouviez vos vidéos, vos images, enfin voilà, que sais-je, ça dépend de votre discipline. Mais c'est sûr qu'au départ, vous n'avez pas de base en fait. Pour moi aujourd'hui c'est plus simple, c'est-à-dire que, faites pas ça, hein. Mais il m'arrive régulièrement de venir au travail en me disant, aujourd'hui je sais pas, enfin non, c'est pas, non, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je sais ce que je vais faire. Mais parfois, comme je suis quelqu'un qui change d'avis toutes les 3 secondes, j'arrive en cours et j'ai plus du tout envie de faire ça. Enfin, j'ai toujours envie, je suis toujours dans la même séquence. Vous voyez par exemple, là je commence un cours de MC. Mon cours de MC il est prêt dans ma clé USB. C'est un cours de MC sur les libertés fondamentales. Sauf que j'avais envie de travailler sur la presse, mais j'avais pas d'activité sur la presse. Donc j'aurais pu la concevoir chez moi tranquillement. Mais je me suis dit non, challenge-toi, c'est important. Du coup je suis arrivée au collège et puis je me suis dit oh il me faut une activité sur la presse. Donc voilà, donc du coup j'ai un peu improvisé. Non, c'est faux. On n'improvise pas. Je dis ça parce que souvent on a l'impression... Enfin, certains profs vous diront « Non, mais moi je fais tout en impro. » Non. Le génie travaille, hein. Je suis désolée, en fait. Le juste au talent, ça ne marche pas. À un moment donné, ça a une limite. L'impro ne fonctionne que quand vous avez de la base, en fait. C'est-à-dire que moi, oui, je peux arriver aujourd'hui en disant je sais pas ce que je vais faire, je vais le concevoir vite fait, et voilà, et on va se débrouiller. Parce qu'en fait, j'ai des tonnes et des tonnes de données fichées. De données fichées, c'était bizarre ce que j'ai dit, non? Hein? Ouais, c'était bizarre. De fichiers de données, pardon, dans lequel, en fait, j'ai tout simplement des autres activités, des images, des vidéos, donc je peux, en fait, puiser dans ça pour concevoir quelque chose rapidement. Avant, et dans les premiers temps, c'est ça qui est compliqué, c'est que si vous avez 1, 2, 3, 4 nouveaux niveaux à concevoir dans l'année, c'est sûr que c'est énormément de travail. Dans ce cas-là, essayez de raisonner par priorité, on va dire. Prévoyez peut-être 1 ou 2 séquences pour chaque niveau d'avance, et ensuite vous avancez au fur et à mesure, parce que va falloir concevoir vos séquences, plus corriger, plus revenir dessus. Voilà, donc chacun après a sa propre méthode.
Les premières années, je travaillais beaucoup pendant les vacances, pendant les week-ends, les soirées. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, encore une fois, j'ai de quoi m'appuyer sur des choses que j'ai déjà faites. Mais c'est sûr que le travail préparatoire, malheureusement, vous n'y échapperez pas. C'est partie quand même d'une partie de notre boulot. Alors, certes, une partie qui est invisibilisée par le public, mais un cours ne apparaît pas tout seul. Donc oui, ça va faire partie, voilà, il faut vous attendre à ce qu'il y ait beaucoup de travail, surtout les premières années. Dernière remarque, parce que je la trouvais assez intéressante, c'était sur le fait de ne pas réussir à s'épanouir au sein du système de l'éducation nationale et dans son travail. Il y a beaucoup d'attentes, enfin, comme dans tout métier, je pense, on projette beaucoup d'attentes. On idéalise un métier. Il faut garder en tête que le métier de professeur n'est pas enfin, comme tout métier a ses aspects positifs et a ses défauts. C'est pas le métier qui aujourd'hui est le plus considéré par la société. Voilà, c'est un métier qui souffre de beaucoup de stéréotypes, c'est un métier qui aujourd'hui est confronté à énormément de difficultés, financièrement mis à part, et encore, ils se sont beaucoup améliorés cette dernière année. C'est un métier qui surtout est basé sur des réformes ministérielles, en veux-tu, en voilà, dans lequel on a parfois l'impression que des gens haut placés ont pondu des théories sans réfléchir du tout à comment ils allaient les mettre en pratique. Je ne suis pas là pour critiquer l'institution, mais je pense qu'effectivement, parfois, ils n'ont pas forcément réfléchi à la mise en pratique. Ça veut pas dire que la théorie est pas bien. Ça veut juste dire que des fois, sur le terrain, vous allez vous dire « Ok, mais moi, si on m'avait déjà laissé faire ce que j'étais en train de faire, peut-être que j'aurais pu améliorer les choses, mais on m'a même pas laissé en fait aller au bout de ce que je faisais. » Donc ça crée des mécontentements, ça crée des frustrations, ça crée beaucoup de choses. Ajoutez à ça une fatigue mentale, ajoutez à ça une fatigue physique aussi, hein, parce qu'on vit constamment entouré de bruit, donc c'est sûr que c'est compliqué comme travail. Enfin, et on est face aujourd'hui à des enfants qui, pour beaucoup, ne trouvent plus de sens en fait à l'école. Ils ne sont pas toujours très polis. Ils sont parfois très insolents même. Donc c'est pas facile. Voilà, c'est pas un métier dans lequel ça va être facile tous les jours. Est-ce que pour autant c'est un métier dans lequel vous n'arriverez pas à vous épanouir et dans lequel vous n'aurez pas des bons moments? Bah si, vous aurez des bons moments. Moi, il y a des jours, les adolescents, j'en peux plus. Et il y a des jours où je me dis, j'adore les ados. Voilà. Ils me font soupirer, mais qu'est-ce qu'ils me font rire? Voilà, il y a des jours où vraiment j'en ai marre. Je me dis, ça ne sert à rien, mon métier ne sert à rien. Voilà, bon, je ne sers à rien. Personne ne m'écoute, tout le monde s'en fout. Et il y a des jours où je rentre chez moi et je me dis, mais ils ont été géniaux, j'ai passé un super moment, j'ai vu mes collègues, j'ai réfléchi à des projets, j'ai pensé à des trucs, enfin... Voilà, donc... Il y a des jours où ça sera bien, des jours où ça sera moins bien. Parlez-en avec vos collègues, vous verrez, c'est pareil. Restez pas seul dans votre coin si vous avez un souci, n'hésitez pas. Enfin voilà, c'est pas un métier où on est tout seul. Gardez-le à l'esprit, c'est pas le prof tout seul, enfermé face avec ses élèves dans sa classe. Non, c'est un métier collectif, même si les gens ont tendance à l'oublier. Même si oui, vous êtes tout seul face aux élèves quand vous y êtes, c'est sûr, mais c'est un métier qui est très commun quand même. Hein. Il y a beaucoup de collectifs et d'équipes. Enfin, en tout cas, moi je vous encourage à travailler en équipe parce que c'est la chose que je préfère dans mon métier. Et si par contre à terme, à un moment donné, bah, vous vous épanouissez vraiment plus et que c'est insupportable, bah, ne restez pas. Changez. En fait, on a aussi cette tendance à croire que quand on est prof, enfin, de manière générale, on a tendance à croire que, je vois avec mes élèves, si on choisit un métier, c'est pour la vie entière. Bon, bah non, maintenant c'est bon, hein. Il y a beaucoup de... Enfin, la plupart des gens font pas le même métier toute leur vie. Ensuite, c'est pas parce que vous êtes que prof que vous ne pouvez pas faire autre chose. D'accord, vous enseignez tous les jours, bah vous engrangez d'autres compétences aussi. Vous savez gérer un groupe, vous savez gérer des projets, vous savez répondre à des mails. Ça, beaucoup de personnes savent répondre à des mails. Vous savez rédiger des rapports, vous savez remplir des tableaux d'Excel, vous savez faire des petites cases pour pouvoir catégoriser vos élèves en groupe A, groupe B, groupe D, groupe 25 milliards fleurs et compagnie. Vous savez faire plein de choses en fait. Genre ça c'est des compétences. Genre c'est ce qu'on essaie d'expliquer à nos élèves, tu vas apprendre des compétences. Mais vous aussi en fait, vous n'êtes pas là que... Vous n'avez pas que des connaissances. Vous avez aussi des compétences. Et ces compétences, elles peuvent être mises à profit ailleurs. Voilà. Donc, ça veut pas dire que le rectorat acceptera que vous en alliez, parce qu'ils sont en telle pénurie de profs qu'ils vont certainement vous mettre des bâtons dans les roues. Ça veut pas dire que parce que vous avez des bâtons dans les roues, vous ne pouvez pas continuer à rouler. Voilà. Vous pouvez candidater à tous les métiers de la fonction publique à partir du moment où vous êtes fonctionnaire. Candidater. Aller en détachement si c'est plus possible d'être dans votre établissement. Changer de métier. Changer d'établissement, si c'est ça, et vous voulez être prof, mais ailleurs, enfin... Voilà, juste restez pas dans une situation inconfortable si vraiment ça ne vous plaît plus, parce que si ça ne vous plaira, enfin, si ça ne vous plaît plus à vous, vous risquez de le faire peser sur les élèves, et les élèves sont pas là pour en fait subir votre... Enfin, eux aussi sont un peu des victimes du système. Donc
ne leur faisons pas subir ce que nous subissons parfois. Voilà. Sur ce, j'espère avoir répondu à une grande partie des inquiétudes, questions qui étaient soulevées. Si vous en avez d'autres, si vous avez des inquiétudes, des choses à aborder, des conseils à donner aux autres, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi, cling cling, toum toum toum. Voilà, ça me rend heureuse, les gens sont contents. Enfin moi surtout. Voilà. Me demandez pas pourquoi, hein. C'est juste, vous savez, une espèce de cloche, ça m'amuse, je trouve ça joli, c'est beau. Et je gagne rien à chaque fois que quelqu'un s'abonne, hein, si ça peut vous rassurer, c'est juste que ça fait plaisir, voilà. Je me dis que plus le chiffre monte, plus les gens, je leur apporte des conseils, donc du coup ça me rend heureuse, voilà. Je suis épanouie, pour conclure. Sur ce, merci pour votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.